Monsieur le Président, chers amis, mesdames, messieurs, si vous le permettez, je vais me permettre de poser une question à cette Assemblée. La question, elle est suivante. Qui, dans cette Assemblée, ne se plaint pas de sa mémoire? Que ceux qui ne se plaignent pas de leur mémoire lèvent le doigt, s'il vous plaît. 1. Il y a toujours un petit prétentieux. Il n'a pas compris la question. Voilà. En fait, cher Antoine, tout le monde se plaint quand même un peu de sa mémoire, surtout quand tu auras un peu évolué en âge. On a ce qu'on appelle des oublis bénins, c'est-à-dire qu'on cherche un nom, et puis on ne le trouve pas, et puis alors qu'on fait quelque chose de tout à fait différent un peu plus tard, le nom revient sans qu'on y pense. C'est des oublis bénins. Nous avons tous ça. Quand on a une maladie d'Alzheimer, c'est pas pareil. Je vous raconte. Il y a un monsieur qui rentre dans un cabinet de consultation avec son conjoint, et il s'assoit, et je demande « Quel mauvais vent vous amène là ?» À ce moment-là, je m'adresse au monsieur, au patient, il se tourne vers sa femme, et il lui dit « Dis-lui, toi !» Déjà bizarre. Alors la dame, qui est très volubile, dit « Mais vous savez, c'est épouvantable, il perd la mémoire. » L'autre jour, je lui ai demandé d'aller faire les courses, j'ai tout indiqué sur un petit papier, tout était écrit, il est revenu avec la moitié des commandes, et puis quand je lui ai demandé où était le papier, il l'avait perdu. Alors, le patient dit « Oui, j'ai quelques oublis, mais je ne perds pas la mémoire. » Elle dit « Si, il perd la mémoire, il perd la mémoire. Regardez, l'autre dimanche dernier, on avait nos enfants avec les petits-enfants, et il était incapable de retrouver le nom de ses petits-enfants, qu'il connaît parfaitement bien. Du reste, vous savez, il est méchant parfois. Par exemple, l'autre jour, il m'a accusé d'avoir volé dans son tiroir de l'argent. Vous imaginez, moi, en train de voler de l'argent dans le tiroir de mon mari. Vous voyez que là, simplement d'après un interrogatoire, on voit quelqu'un qui a manifestement des troubles de mémoire, c'est pas un oubli bénin. C'est quelqu'un qui est anosognosique, c'est-à-dire qui ne se rend manifestement pas parfaitement compte de son état. Et puis en plus, il a des troubles du caractère, une irritabilité, une agressivité, même ce qu'on peut appeler un délire pauvre sur l'entourage, comme nous disons nous autres. Donc ça, c'est en effet plus probablement une maladie d'Alzheimer. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans les cabinets de consultation? Après, il faut faire des tests, mais vous pouvez vous-même faire un test très simple qu'on appelle le test des 3 mots. C'est d'une simplicité remarquable. Vous voyez, là, vous demandez à quelqu'un, ici, de retenir 3 mots. Par exemple, carafe, pomme, marteau. Puis la conversation se poursuit, puis au bout de 3 minutes, vous dites « Tiens, vous pouvez me rappeler les 3 mots que je vous ai donnés ?» Alors la personne en question, si c'est quelqu'un qui est tout à fait normal, retrouve rarement les 3 mots, souvent 2, parfois un seul seulement. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il a des troubles de mémoire authentiques. Alors pour le savoir, vous faites ce qu'on appelle un rappel indicé, c'est-à-dire que vous allez maintenant lui dire « Écoutez, je vais vous citer des mots, vous me direz parmi ces mots ceux que je vous ai dit au début. » Alors vous commencez par exemple par orange, tournevis, marteau. Ah, oui, marteau. Et puis comme ça, en revoyant les mots, il va retrouver les mots. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est ceci. Voilà les mots en question. Vous lui avez donné cette information. La mémoire passe par 3 étapes. D'abord, il faut encoder. C'est-à-dire d'abord, il faut que les gens ne soient pas sourds, mais il faut que ça rentre dans le cerveau. Et ça arrive, cet encodage, à la face interne des lobes temporaux, dans ce qu'on appelle l'hippocampe. Puis ensuite, c'est stocké. Par exemple, si vous avez un marteau, c'est stocké dans divers endroits du cortex cérébral, la forme du marteau, la couleur, la topographie, par exemple, de cet objet. C'est stocké pendant un temps plus ou moins long. Et puis ensuite, vous demandez, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, vous dites « Pouvez-vous me rappeler ces mots ?» Il va essayer de les rappeler. Alors dans le cas
précédent, n'est-ce pas, le rappel était mauvais, il n'arrivait pas à retrouver les mots, et s'il ne les retrouve pas du tout, c'est qu'il y a eu un mauvais stockage, donc que le cortex cérébral est en mauvais état. Un bon indice pour une maladie d'Alzheimer débutante. Maintenant, si c'est vous et moi auxquels on a posé cette question, on est surmené, on est un peu déprimé ou anxieux, on a des soucis, et on a du mal à se rappeler. Mais par contre, lors de l'épreuve d'indissage, les mots ont été encodés et stockés, et donc quand je vais montrer les mots, quand je vais les dire, ces 3 mots, vous allez tout de suite les reconnaître. Et ça, c'est ce qui se passe typiquement dans un oubli bénin. Si je vous montre ça, c'est pas pour dire que c'est comme ça qu'on fait le diagnostic de maladie d'Alzheimer, mais simplement en consultation, c'est des choses qu'on peut faire aisément. Bien entendu, quand on soupçonne une maladie d'Alzheimer, il faut absolument s'assurer que c'en est une, ou si tant est qu'il n'y a qu'une maladie, je pense qu'il y a beaucoup de maladies là-dedans. Quoi qu'il en soit, il faut faire des tests et faire éventuellement une neuroimagerie cérébrale. Bien. Alors maintenant, voilà un exemple d'un trouble de mémoire. Si on prend la maladie d'Alzheimer, je le prendrai, puisque tout à l'heure on parlera surtout de maladie de Parkinson. Comment définit-on une maladie neurodégénérative? Eh bien, on la définit de 2 manières. Il y a d'abord une perte des cellules nerveuses, des neurones essentiellement, et deuxièmement, il y a des dépôts dans le cerveau de stigmates qu'on peut retrouver au microscope, des stigmates qui sont spécifiques de chacune de ces pathologies. Alors, premièrement, la perte des neurones. La perte des neurones, elle est caractérisée par 2 choses. La première, c'est que c'est une perte de neurones qui est sélective, qui se trouve dans des endroits particuliers du cerveau. Je vais noter, voilà. Le particulier, vous avez, par exemple, la maladie d'Alzheimer touche d'abord le cortex cérébral, en particulier cette région temporale. Dans la maladie de Parkinson, c'est plutôt les noyaux gris, c'est-à-dire des petites structures qui se trouvent au centre du cerveau. Vous avez des ataxies cérébelleuses, qui sont des maladies dégénératives du cervelet, qui sont des maladies plus rares, et qui touchent aussi le tronc cérébral, mais vous avez aussi des maladies qui touchent la moelle épinière, une maladie effroyable pour nous autres neurologues, qui est la sclérose latérale amyotrophique. Vous avez même des maladies dégénératives qui touchent les nerfs périphériques, ce qu'on appelle la maladie de Charcot-Marie-Tooth, par exemple. Alors aujourd'hui, je vais prendre comme exemple, pour détailler un petit peu, j'introduis ce petit colloque, pour prendre essentiellement la maladie d'Alzheimer, alors que mes deux amis vont vous parler essentiellement d'une maladie qui touche le noyau gris central, la maladie de Parkinson. Donc premièrement, c'est une perte de neurale focale, qui ne touche pas l'ensemble du cerveau. Ça n'est pas une encéphalopathie. La deuxième caractéristique de cette perte neuronale, c'est qu'elle est lente. Elle est lente. Vous voyez ici le pourcentage de neurones, c'est très simple, 100% de neurones normales, il n'y en a plus ici, au cours du temps, un centenaire. Bon. Dans la maladie, alors vous avez là un petit trait, c'est pour montrer qu'il y a un seuil d'apparition des symptômes. Quand vous avez suffisamment de neurones, il n'y a pas de symptômes. Si tout d'un coup, au-delà d'un certain seuil, les symptômes apparaissent. Ce qui veut dire qu'à cet endroit-là, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, il y a des phénomènes de compensation. Malgré la perte neuronale, il y a une compensation qui est à la fois biochimique et anatomique. Et dans une maladie neurodégénérative, deuxième chose, la perte de neurones que vous voyez ici, elle est lente. Ce n'est pas d'un coup, ce n'est pas brutal comme un accident vasculaire cérébral. Mais c'est lent, mais c'est plus rapide que dans la perte de neurones, si tant est qu'il y en a une, je vais y revenir, chez un sujet normal. Donc c'est à partir de ce seuil, perte de neurones, ici apparaissent les premiers symptômes qui vont s'aggraver effectivement au cours du temps. Voilà ce qui se passe pour les neurones. Vous avez vu, je reviens en arrière, non c'est pas grave, quand je dis qu'il n'y a pas de perte de neurones chez un sujet normal, c'est pas tout à fait vrai. En fait, on ne sait pas bien. Et entre nous, la limite au début entre un vieillissement normal, prenez quelqu'un qui est centenaire, et quelqu'un qui débute une maladie d'Alzheimer, ça se passe souvent aux alentours de 70-80 ans, n'est pas toujours évidente. C'est un diagnostic difficile, dans certains cas, très difficile même, et vous pouvez imaginer les problèmes éthiques et sociologiques qui se posent. Donc chez les sujets normaux, je vous présente
une diapositive là, qui est d'après un travail qui date des années 90, un travail danois. Vous avez ici le nombre de neurones. Vous voyez, là, vous avez 30 milliards de neurones dans le cortex cérébral, dans tout notre cortex cérébral, hein, qui est à la surface du cerveau. Et vous voyez, au cours du temps, 100 ans, et vous voyez que, évidemment, c'est pas le même malade, hein, c'est à chaque fois des cerveaux post-mortem, donc il y a beaucoup de biais méthodologiques. Mais en gros, ce résultat, c'est celui qu'on avait trouvé ça dans mon groupe, dans le temps aussi. Plus tard, avec des méthodes de stéréologie beaucoup plus perfectionnées. Et vous voyez, la première chose, c'est qu'il y a une dispersion formidable. Et là, la deuxième chose, vous voyez, c'est qu'en gros, ça bouge pas beaucoup, ça baisse un peu. C'est surtout ces points-là qui font que la droite n'est pas horizontale. Et pourquoi c'est comme ça? Eh bien, j'en donne la réponse sur la diapositive suivante. Toujours le même schéma, vous avez une perte neuronale, 100%, au cours du temps. 160 ans, 80 ans. Voilà quelqu'un qui a 80 ans et qui meurt. Bon, il meurt, il n'a pas de symptômes puisqu'il est au-dessus. La perte neuronale est au-dessus du seuil. Les symptômes n'apparaissent qu'en dessous du seuil. Cet homme, s'il avait vécu jusqu'à 120 ans ou 110 ans, il aurait eu des symptômes de maladie d'Alzheimer. Vous voyez? Et on estime, c'est important, que chez les sujets âgés qui meurent, eh bien, environ 5% de ces gens ont des maladies neurodégénératives, essentiellement maladie d'Alzheimer. Donc vous savez qu'il y a 800 000 cas en France, ou une maladie de Parkinson, où il y a plus de 150 000 cas. Voilà. Donc pour la perte neuronale, je répète, c'est une perte neuronale qui est focale, dans un endroit, et qui est lente, mais plus rapide que dans un cerveau normal. La deuxième chose, c'est que ces neurones, ça c'est les neurones qui disparaissent, alors que vous avez vu que dans un cerveau normal, pratiquement il n'y a pas de perte neuronale. Mais par contre, les neurones eux-mêmes sont déficients. Voici par exemple un dessin d'un neurone normal dans le cortex cérébral, vous voyez, avec de nombreuses collatérales. On admet qu'un neurone ici a à peu près 100 000 terminaisons, notamment des terminaisons ici, mais aussi au niveau des dendrites, ça c'est étant le corps cellulaire. Voilà un neurone chez un sujet d'âge identique, qui est un neurone chez une personne qui est très âgée. Et voilà le neurone avant de disparaître de quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer. Pratiquement, il n'y a plus de collatéral. Par conséquent, il n'y a plus de communication dans le cerveau. Par conséquent, les symptômes dans les régions où ces neurones sont souffrants ou ont disparu, évidemment, donnent lieu à des symptômes plus particuliers. Par exemple, lésion de l'hippocampe, perte neuronale très importante dans l'hippocampe, des deux côtés, troubles de mémoire, de l'encodage caractéristique de la maladie d'Alzheimer. Voilà un premier point. Voilà. Mais comme je l'ai dit, la perte neuronale s'accompagne de dépôts particuliers dans le cerveau des malades. Dans la maladie d'Alzheimer, beaucoup d'entre vous le connaissent, il y a à la fois de la protéine bêta-amyloïde qui s'accumule et aussi de la dégénérescence neurofibrillaire. Alors voilà par exemple un neurone malade, hein, c'est pas compliqué, avec, vous voyez, les dendrites qui commencent à être crapoteux, là. Et puis vous avez le noyau ici, puis vous avez ici des petits dépôts qu'on va appeler la dégénérescence neurofibrillaire. Ce sont des protéines tau, des protéines particulières, qui sont phosphorylées et qui s'accumulent. Mais en même temps, à côté de ces neurones malades, pleins de dégénérescence neurofibrillaire, il y a ce qu'on appelle des plaques séniles. En voilà une vue au microscope, c'est-à-dire que vous avez de l'amyloïde, c'est l'ovale qui est ici, une plaque d'amyloïde, sur lequel on trouve des débris de neurones qui ont disparu, eux, et puis de la microglie, pour faire plaisir à Alain Fischer, qui joue un rôle évidemment très important, peut-être dans la genèse de la mort neuronale, mais aussi pour protéger, en tout cas se débarrasser de ces débris. Donc, que deviennent ces stigmates histopathologiques qu'on ne voit qu'au microscope? Eh bien, il faut les voir dans l'espace et dans le temps. Dans une maladie d'Alzheimer, la maladie commence généralement, dans la plupart des cas, dans 90% des cas,
dans l'hippocampe, à la face interne. Vous voyez, ça c'est un cerveau, voilà le corps calleux. On regarde la face interne du cerveau, l'hippocampe est là, ça commence là. Mais ça va s'étendre. Ça va s'étendre dans diverses régions, d'abord du cortex cérébral, dans la région occipitale, troubles visuels, dans les régions du langage, troubles du langage, dans les régions frontales, troubles de la stratégie intellectuelle, dans la région ici temporo-occipitale, troubles de la perception visuelle. Donc, au début focal, puis ça s'étend. C'est le sujet de ce colloque. Comment ça s'étend? Mais il faut voir aussi ça dans le temps, et dans le temps, vous avez une accumulation grandissante de ces stigmates histopathologiques, la protéine tau, donc la dégénérescence neurofibrillaire qui augmente de cette façon-ci, puis les plaques séniles avec la protéine amyloïde là. Et de manière décalée, ça n'est pas montré ici, vous avez les troubles cognitifs qui vont aboutir à cet état, disons, vraiment terrible, qui est la démence, c'est-à-dire la perte de l'ensemble des fonctions mentales. Donc, extension dans l'espace, mais aussi extension dans le temps. Et vous voyez que, d'ailleurs, on estime que les protéines tau et la protéine bêta-amyloïde, mais surtout la protéine tau, commencent à apparaître bien souvent à un âge très jeune. Nous avons probablement tous, ici, un peu de protéine tau. Ça ne veut pas dire qu'on va faire de la maladie d'Alzheimer, Dieu merci. Mais ça fait partie aussi du vieillissement. Ce qui est un problème, c'est qu'au cours du vieillissement, s'il n'y a pas de perte neuronale, pour simplifier, mais il y a une souffrance, une dysfonction de l'ensemble des neurones, il y a aussi des stigmates histopathologiques qui sont communs à la maladie d'Alzheimer, avec cette différence qu'il y en a moins et que ce n'est pas dans les mêmes régions. Bien, voilà ces stigmates histopathologiques qui m'ont toujours posé problème. Je me permets de poser une question qui, pour moi, est fondamentale. Voici un schéma très simple. Vous avez les symptômes de cette maladie ou d'une autre maladie neurodégénérative. Tout le monde est d'accord pour penser que ces symptômes sont liés à une dysfonction neuronale. Bon, c'est évident. Enfin, c'est hautement probable. En tout cas, voilà, on l'admet comme ça. Cette dysfonction neuronale, à quoi est-elle due? À une cause ou des causes? Je pense que maintenant, il faut raisonner pour ces maladies en des causes. Il n'y a pas une seule cause. Et ces causes, qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles entraînent la dysfonction neuronale à l'origine de stigmates histopathologiques? Ou est-ce que les causes entraînent l'accumulation de stigmates histopathologiques à l'origine d'une dysfonction neuronale? C'est un schéma qui est assez intéressant du point de vue épistémologique, si on peut dire. C'est que les neuropathologistes sont là, moi je suis plutôt là. Les biologistes, eux, physiologistes, sont plus intéressés aux neurones. Et du coup, il y a deux tendances très opposées, qui sont d'un côté les neurophiles et de l'autre côté les histologiphiles. Et aujourd'hui, depuis 30 ans, la plupart des recherches dans le monde ont été consacrées dans cette maladie à trouver l'origine du dysfonctionnement qui a abouti à la formation de stigmates pathologiques et de dysfonction neuronale. Si je devais dire les choses comme je les sens aujourd'hui, avec un peu de recul, je pense que c'est les deux. Mais parce que là, je vous rappelle que, juste un chiffre, ça fait quand même 30 ans qu'on travaille sur ces sujets-là. On a décrit des quantités d'anomalies. Pour l'instant, aucune de ces anomalies n'a permis d'apporter un traitement curatif. Je ne parle pas des traitements symptomatiques. On améliore les symptômes d'une certaine manière, up to a certain extent. Mais les traitements curatifs ou préventifs, nous n'en avons aucun. Pour vous donner un chiffre, au cours des 10 dernières années, il y a eu 1000 essais thérapeutiques dans la maladie d'Alzheimer dans le monde, avec un pourcentage de succès qui est de 0,2%. C'est-à-dire qu'il y a eu un médicament qui est sorti. Donc c'est un véritable challenge pour les neurobiologistes et pour les cliniciens. Donc je pose la question et éventuellement on pourra en discuter après. Quelle est la cause? Est-ce que c'est une maladie génétique? Ce sont des maladies génétiques ou est-ce que ce sont des maladies environnementales? C'est les deux.
Pour la génétique, la maladie de Parkinson est familiale dans 10% des cas, surtout des formes récessives, quelques formes autosomiques dominantes. Pour la maladie d'Alzheimer, je rassure ici cette assemblée, c'est exceptionnel que ça soit héréditaire, de l'ordre de 1 à 2%, et encore. De toute façon, le fait que ça ne soit pas héréditaire ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prédisposition génétique. Dans les maladies héréditaires habituelles, il faut savoir que c'est quand même compliqué, parce qu'entre l'apparition des symptômes et l'existence de mutations spécifiques, il y a un hiatus énorme. Vous avez parfois des mutations dans un même gène qui vont donner des pertes neuronales dans 2 endroits différents ou dans plusieurs endroits. Vous avez parfois des mutations dans des gènes différents qui vont aboutir à une perte neuronale dans le même groupe de neurones. C'est très compliqué. En tout cas, on peut penser qu'il y a quand même une prédisposition génétique parce que, jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup trouvé de facteurs environnementaux qui jouent un rôle. Ce qu'on sait dans la maladie de Parkinson, c'est que certains pesticides pris à haute dose, notamment dans les régions, par exemple au Canada, où l'eau de pluie qui vient des champs est bu, et donc certaines maladies, probablement avec des prédispositions génétiques, c'est un peu compliqué, jouent un rôle. La chose qui est amusante, c'est que plus on fume, moins on a de maladies de Parkinson. Mais enfin, c'est un autre sujet. Bon, il faut accepter d'avoir un cancer du poumon. Enfin bon, c'est pas le sujet. Alors, comme la plupart de ces maladies sont sporadiques, eh bien, il faut donc admettre qu'il y a un facteur de l'environnement qui joue un rôle. Qu'est-ce que ça peut être? De manière strictement logique, ça peut être un virus, des bactéries, des toxiques, des prions, c'est-à-dire des protéines qui peuvent devenir pathologiques. Je vais en dire un petit mot. Mais ça peut être un toxique. Par exemple, je vais parler des pesticides pour le Parkinson, mais c'est peut-être quelque chose qui est dans l'air ici, qui est absolument inoffensif pour chacun, et puis qui, pour une personne qui aura une prédisposition biochimique donnée, etc., une prédisposition qui fera en sorte que cette substance, qui est absolument inoffensive apparemment, sera délétère pour cette pauvre personne. Quoi qu'il en soit, si vous continuez le petit raisonnement tout simple, ces prions, par exemple, peuvent entraîner des anomalies dans le cerveau en passant par les viscères, lesquelles? Les muqueuses, essentiellement les poumons ou l'intestin. On va aujourd'hui parler de l'intestin, car il y a des résultats, vous allez voir, qui sont, à mon avis, passionnants. Et une fois que c'est dans le cerveau, supposez un toxique, va entraîner la mutation dans un gène particulier, d'où une protéine anormale, etc., et des anomalies biochimiques qui vont aboutir à la mort neuronale. Alors aujourd'hui, puisque c'est une petite introduction, on va parler essentiellement de protéines, on va dire, comme les prions, prion-like. Dans la maladie de Creutzfeldt-Jakob, Stanley Prusiner, prix Nobel, longtemps, on sait que c'est une protéine prion, pathologique particulière, qui est à l'origine de cette maladie. Et dans cette maladie, il y a 2 choses qu'il faut savoir. La première, c'est que la protéine, dans la maladie de Creutzfeldt-Jakob, je parle, on ne parle pas des maladies neurodégénératives habituelles, de celles que j'ai évoquées. La première chose, c'est que quand une protéine pathologique entre au contact d'une protéine normale, elle transforme la protéine normale en protéine pathologique. On pourra peut-être discuter de ça en détail avec Ronald Meltier. La deuxième chose, c'est que ces protéines ont la particularité, étant dans un neurone, là voici avec son noyau, voici la protéine prion, et celle-ci peut passer d'une cellule à l'autre. Ce qui explique éventuellement la propagation du processus pathologique. Sur ce, veuillez considérer ce petit topo comme une introduction, et je reste à votre disposition pour des questions, mais c'est surtout mes 2 amis qui vont vous intéresser. Merci Yves pour ce très clair exposé. Je pense que ça a bien situé la discussion qui va venir. Au passage, on peut aussi apprécier la qualité des dessins, dont je crois savoir que tu en es l'auteur. Exact. Hélas.
Parce que je sais très mal faire des beaux schémas sur un ordinateur. Justement, je trouve qu'ils sont très bien et très didactiques. Alors, nous avons le temps de questions, et on va le prendre. Je vois Henri Corne qui a levé la main. Avec un microphone, ça sera mieux. Les astrocytes et la glie comme facteur possible. Oh, je te remercie de poser la question. Oui, parce que la glie a toujours été négligée dans ces maladies-là. Alors, justement, le mot glie vient de glu. La moitié du cerveau est faite de neurones. Il y a à peu près 85 milliards de neurones dans un cerveau humain normal. Mais il y a encore plus de ces cellules gliales. On les appelle gliales parce qu'on pensait que c'était un ciment autour des neurones, les neurones étant les cellules nobles. Alors c'est assez amusant, on parle de toutes ces maladies en ne parlant que de la moitié du cerveau. C'est quand même extraordinaire. Donc merci pour cette question. Il faut savoir que les cellules gliales sont de 3 types. Il y a les microglies qui sont peu nombreuses mais qui se mobilisent. Ce sont des sortes de macrophages. Ce sont des macrophages en fait qui sont spécifiques du cerveau. Il y a deuxièmement les oligodendrocytes, c'est-à-dire ce qui va faire la myéline qui entoure l'axone des neurones. Comme vous savez, un neurone est un corps cellulaire. Il y a des neurones qui font 1 mètre. Par exemple, le neurone qui naît de la moelle épinière et qui va au bout de vos orteils, il a un axone de 1 mètre, au moins. Et il est entouré de myéline. Et cette myéline, en fait, ce sont des oligodendrocytes qui s'enroulent autour de l'axone. Mais les cellules les plus importantes, c'est les astrocytes. Et ça, en effet, pour moi, c'est très intéressant à 2 points de vue. Le premier, c'est que les neurones, ça n'a pas de sens tout seul. C'est comme si on parlait d'un cerveau sans corps. Le neurone est en dialogue permanent avec des astrocytes qui les entourent. Il y a 5 astrocytes pour un neurone dans le cerveau, en moyenne. Et c'est un dialogue biochimique qui est extrêmement complexe. On n'en parle pas. Et la deuxième chose, c'est que si on connaît... Petite précision, les astrocytes ont pratiquement toutes les propriétés des neurones, c'est-à-dire qu'ils produisent des neurotransmetteurs, ils produisent même des neurotransmetteurs qui n'existent pas pour les neurones, par exemple la décérine, par exemple des prostaglandines particulières, etc. Mais surtout, ils communiquent entre eux par des ondes calciques à travers des gap junctions que M. Henri Corne connaît particulièrement puisqu'il a contribué à les décrire. Et donc, effectivement, ils ont des propriétés comme ça très intéressantes, très complexes. Mais il y a une autre raison, c'est que tous les médicaments qui ont été mis au point dans l'industrie pharmaceutique pour essayer de stopper le processus pathologique ont été uniquement sur les neurones, en négligeant tout à fait les récepteurs qui sont situés sur les cellules gliales. Enfin, moi, je peux parler des heures des cellules gliales, comme tu sais. Il y a une gliotransmission permanente, une interaction chimique entre la glie et les neurones. Oui. Oui. Donc, il faut, je pense, revoir 30 ans de recherche en ajoutant le potentiel des cellules gliales, en espérant que ce sera profitable pour nos malades. Jean-Pierre Changeux. Introduction très claire. Certains collègues critiquent le concept même de maladie d'Alzheimer et considèrent qu'il s'agit simplement d'un vieillissement accéléré, que le vieillissement peut avoir diverses vitesses et que c'est juste une accélération. Comment tu réagis? Je craindrais que je suis un peu de cet avis. J'ai mis un peu. Pourquoi? Prenez quelqu'un qui est en bonne santé mentale à 95 ans. Bon, il ne marche pas très bien, il a quand même des petites difficultés de mémoire, il entend moins bien, souvent la vue s'altère, il a des petits déficits dans le cerveau, comme on a des déficits qui se voient, par exemple la peau qui devient sèche, les ongles qui deviennent striés, des taches ici et là sur la peau. Mais le cerveau, c'est 1 million de fois plus compliqué que tout le reste de notre corps. Donc on peut imaginer qu'il y a des vieillissements focaux qui existent dans divers endroits du cerveau avec la prise d'âge.
mais qui sont tellement focaux qu'ils donnent un symptôme supportable pour quelqu'un qui a pris de l'âge pendant longtemps, alors que dans la maladie d'Alzheimer, c'est la même chose, mais c'est beaucoup plus sévère, et peut-être que ça se diffuse beaucoup plus. Et ce que je dis, et ce que tu dis est d'autant plus juste que, comme je le disais, d'abord, il y a quelques pertes neuronales quand même dans le cerveau des sujets normaux, dits normaux, et que deuxièmement, les stigmates histopathologiques, par exemple les plaques séniles, mais je suis désolé, mais moi j'ai plein de plaques séniles sûrement, j'ai plein de plaques séniles. Et parce que tout cerveau humain au-delà de la cinquantaine commence à avoir des plaques séniles et de la dégénérescence neurofibrillaire. Alors c'est beaucoup plus faible et c'est dans d'autres endroits du cerveau, c'est pas toujours dans l'hippocampe, c'est un peu ailleurs, mais la question est réellement posée. Et moi je suis assez tenté par cette hypothèse et qu'il faudrait, à mon avis, approfondir, parce que si c'est vrai, on est en train de se fourvoyer. Oui, présent. Oui. Est-ce qu'il y a une redondance dans ce stockage? Autrement dit, lorsque on oublie, par exemple, un nom qu'on croyait bien connaître, est-ce que c'est un trajet qui est affecté, qui est détruit, ou est-ce que c'est une multitude de moyens éventuels de retrouver ce qu'on croyait stocké qui est affecté? Dans l'oubli bénin, n'est-ce pas, les centres de contrôle de l'encodage des informations est intact. En revanche, la mise en jeu de ce centre de mémoire, entre guillemets, qui est comme une sorte de péage à l'entrée du cerveau, ne fonctionne pas bien. Le moteur marche, mais il est mal mis en route. Il est mal mis en route, pourquoi? Parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes déprimé, parce que vous n'êtes pas motivé, parce que vous n'êtes pas attentif. Si je ne suis pas attentif, je ne suis pas motivé, si je suis déprimé, si je suis anxieux, je suis très fatigué, je vais avoir du mal à me rappeler. Effectivement, quand on interroge les gens qui ont des oublis bénins, je m'interroge parfois moi-même, il y a souvent des raisons, c'est parce qu'on a mal dormi, etc. etc. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'hippocampe, qui est une structure dont on connaît assez bien la géographie et la carte neuronale, il y a des neurones qui, dans la maladie d'Alzheimer, vont disparaître de manière spécifique. Et si vous rompez un circuit qui est en réseau, si un groupe cellulaire dans ce réseau disparaît, puisque c'est en série, tout est cassé. Ça, c'est la maladie d'Alzheimer. Tandis que dans l'oubli bénin, c'est intact. Il y a le contexte aussi qui joue. Ben, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a des médecins. Non, mais si je vous croise ici, je sais parfaitement votre nom, sans aucun problème. Si je vous croise dans la rue, je ne suis pas certain de le retrouver. Moi, je pense que vous le retrouverez maintenant. Oui, pour poursuivre la discussion que tu avais eue avec Jean-Pierre Changeux sur le vieillissement accéléré, j'ai été très impressionné par des travaux de René Haine et d'autres psychiatres de New York, je crois, sur la Columbia, c'est ça, oui. Sur la neurogénèse. Oui. Tu n'as pas parlé de ça, mais il me semble que ça fait partie des hypothèses possibles, un dysfonctionnement de ces problèmes, de ces fonctions de neurogénésis, si je puis dire. C'est l'objet d'un débat de multiplication Bernard, des neurones. Oui, c'est l'objet d'un débat mondial, il faut le dire. Et moi, de mon côté, avec mon ami Pierre-Marie Liédot, qui est à Pasteur, il y a eu des travaux chez le rat et chez la souris qui ont montré indiscutablement, et chez le pigeon surtout, parce que là, il y a vraiment des travaux très démonstratifs qui montrent en effet que la neurogénèse joue un rôle dans l'apprentissage et dans le souvenir des faits récents. Ça, c'est clair. Le problème, il y a eu 2 publications, l'une dans Nature, l'autre dans Science, qui est parue l'année dernière, dont l'une d'Alvarez Bula, qui montre qu'il n'y a plus de neurogénèse chez l'homme. C'est là qu'est le débat. Il est possible qu'on en ait au moment du développement cérébral, ou que chez l'animal, quand on travaille sur une souris, on travaille sur une souris qui est peu âgée, ou un rat qui a 2 mois.
Il est possible que chez les animaux très âgés, ça s'atténue très fort. En tout cas, ces deux publications ont été terriblement... posé un énorme problème, montrant qu'il n'y avait plus de neurogénèse chez un homme adulte. Alors, moi, je ne suis pas... c'est pas mon domaine, je ne connais pas, mais je suis très frappé par ces deux publications, dont l'une par une équipe que je connais, dont je connais la réputation remarquable. Pascal Cossard. Tu peux commenter un peu sur les médicaments? Oui, sur les médicaments, n'est-ce pas, nous n'avons... Le grand problème des maladies neurodégénératives, c'est de stopper l'évolution de cette saleté. Donc, et de le stopper avant même que les premiers symptômes n'arrivent. C'est ce qu'on fait chez nous à la Salpêtrière, Bruno Dubois notamment. On essaie de trouver des moyens, en faisant des ponctions lombaires, des PET scans, en faisant une neuroimagerie très fine du lobe temporal et des tests neuropsychologiques de plus en plus fins, pour détecter au tout début, avant même que les symptômes ne s'éveillent, cette maladie, de façon à imaginer, lorsqu'on aura un traitement, de le faire tôt. Et pour l'instant, il n'y en a pas. Aucun. En revanche, on a des médicaments pour traiter les troubles psychologiques, psychiatriques chez ces patients qui sont parfois agités. Les gens ne savent pas, c'est pas la mémoire qui est le grand problème de l'Alzheimer, c'est les troubles du comportement. Et tu fais probablement référence, Pascal, si tu poses la question, au fait qu'on ne rembourse plus les inhibiteurs de la cholinestérase. C'est d'ailleurs à la suite de travaux que nous avons fait dans mon groupe, dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a une déficience cholinergique. Les neurones dont le médiateur est l'acétylcholine sont détruits dans cette maladie, comme dans la maladie de Parkinson d'ailleurs. Et si on rétablit des taux d'acétylcholine, on espérait améliorer les malades. Et bon, le médicament n'est plus remboursé. Je suis d'accord avec cette idée-là. Je pense que ces médicaments ont un effet qui est tellement faible qu'il n'existe pas. Il va falloir... Dans tous les essais qui ont été faits, par exemple, parce qu'il y a eu des inhibiteurs de la phosphorylation de la protéine tau, des trucs comme ça. Des inhibiteurs de la phosphorylation de la protéine tau, je ne sais pas. Oui, il y en a. Le lithium fait ça? Oui, ben alors le lithium, si on donne du lithium à un maladie d'Alzheimer, il va monter au plafond. Chez la souris transgénique, dit Pascal Derkineret, je ne connais pas. Mais c'est une voie de recherche, évidemment, puisque la protéine tau existe et c'est sa protéine phosphorylée qui est délétère. Toute dernière question, parce que je pense qu'elle fera la transition avec les exposés suivants, c'est l'épidémiologie. Est-ce que si on met à part le facteur âge, l'espérance de vie qui augmente dans la population, est-ce qu'il y a une prévalence stable, croissante, voire décroissante, des maladies neurodégénératives? Alors, c'est une augmentation croissante, mais je crois que la raison... Mais âge, si on tient compte de l'âge, si tu mets le facteur âge à part. Oui. Si tu considères la population à un âge donné. Oui, mais simplement parce que on s'intéresse à cette maladie. Actuellement, on l'appelle maladie. Je ne voudrais pas aller trop loin dans cette question, parce qu'on ne s'en sort pas. On dit que c'est une maladie d'Alzheimer. Avant, on disait que c'était la sénilité. On considérait que c'était normal. Maintenant, les gens devenant de plus en plus vieux, évidemment, la prévalence augmente. Et on appelait, le jour où on a mis le mot maladie sur Alzheimer, c'était d'abord les psychiatres. Je me rappelle, c'est un psychiatre, Alzheimer, qui a découvert cette maladie. C'était une maladie psychiatrique, puis c'est devenu une maladie neurologique, et maintenant c'est une maladie des travailleurs sociaux. Merci beaucoup, Yves Agide.